Il l'avait promis, un an après l'ouragan Irma, Emmanuel Macron est revenu à Saint-Martin, l'occasion de se donner en spectacle alors que la reconstruction du territoire est au point mort. Donald Trump obtient un nouvel accord pour l'Amérique du Nord. Après d'âpres négociations, le président s'est mis d'accord avec ses homologues mexicains et canadiens, clouant un peu plus le bec à ses détracteurs. À une semaine du premier tour des élections générales, le Brésil est à feu et à sang. Scandale de corruption, tentative d'assassinat du favori et crise sociale, le pays et son futur président auront de nombreux défis à relever. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron prend la pause à Saint-Martin, un an après l'ouragan Irma qui a dévasté l'île. Le chef de l'État est retourné sur place pour constater l'avancée de la reconstruction. Résultat, des travaux au point mort et un président ridiculisé. Bonjour madame. C'est une visite entre torse bombé et torse nu. Voilà comment résumer la venue d'Emmanuel Macron à Saint-Martin, un an après la catastrophe Irma. Toujours prompt à donner des leçons aux Français, cette fois, le président a misé sur les embrassades et autres démonstrations tactiles à l'égard des habitants. Proche du peuple, Emmanuel Macron l'est peut-être apparu un peu trop, quand, fuyant ses services d'ordre déjà dépossédés de l'illustre Benalla, il grimpe dans les étages d'un immeuble insalubre pour y saluer des délinquants prétendument repentis. Pour faire les travaux, pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là t'es costaud comme tout. Je travaille là-dedans, non mais il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Les braquages c'est fini. Confiance, tape sur les épaules, embrassade, le moment est gênant pour la présidence, mais pas tant que le selfie pris pour immortaliser l'occasion où un des deux Saint-Martinois torse nu agrémente le cliché d'un doigt d'honneur, le tout avec un pantalon baissé, laissant entrevoir le caleçon qu'il a eu la bienveillance de conserver. À croire que les selfies ne sont décidément pas la spécialité de l'équipe En Marche. Ainsi, la photo franchement affligeante a presque totalement éludé la visite présidentielle qui pourtant n'était pas beaucoup plus glorieuse. Alors qu'Emmanuel Macron avait pris de nombreux engagements lors de sa première visite, juste après l'ouragan Irma, le président affronte le réel de cette collectivité française outre-marine. En effet, malgré l'argent public consacré à la reconstruction de l'île, les travaux n'avancent pas. Une situation que le président de la République a jugée inacceptable à plusieurs reprises. Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent. L'État, depuis un an, a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc, je veux qu'on accélère les travaux. Par exemple, les écoles, elles n'ont pas réouvert toutes et pas suffisamment vite parce que les travaux n'ont pas été faits suffisamment vite et on a préféré faire des travaux ailleurs. C'est pas acceptable. C'est inacceptable ce qu'on voit là. Je vous le dis franchement. Vous le voyez, il y a des bailleurs sociaux ici, il y a des grands acteurs économiques, la Seine-Saint-Marc, qui a ses bâtiments, qui louent 500, 600 euros par chambre, je viens de les voir. Depuis un an, les toits n'ont pas été faits. Ça, c'est pas acceptable. Or, ce sont des sociétés qui continuent de faire payer les loyers et ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent et qui en ont eu beaucoup par le passé. Un coup de gueule présidentiel qui n'a pas fait pour autant l'unanimité parmi les Saint-Martinois. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il est venu, parce que rien n'a été bousculé, comme il a dit, que les choses vont commencer, on va bousculer. Il n'y a rien qui a été bousculé à Saint-Martin, sauf que les Saint-Martinois ont été bousculés. Certains Saint-Martinois se sont sentis bousculés par la vigueur des propos d'Emmanuel Macron. Pour autant, il faut avouer que s'enrichir de la misère des autres et plus précisément avec les marchés publics, c'est un peu le fonds de commerce de certaines entreprises à Saint-Martin. Le tout avec des détournements de fonds réguliers par les différents acteurs du territoire. C'est sur ce point que le président a d'ailleurs insisté lors de la conférence de presse finale. Vidéo. On ne peut pas accepter l'état des logements que nous avons vu hier. Il faut donc accélérer les travaux, répondre aux besoins de la population. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'ils relèvent de la catégorie des marchands de sommeil. Il reste donc 3 mois pour que les choses avancent sur l'île, un délai qui semble déjà bien court pour rattraper tout le retard accumulé. Le mondial de l'auto s'ouvre à Paris pour fêter ses 120 ans. Plus qu'un simple rendez-vous de passionnés, cet événement est une véritable institution. Pour cette édition anniversaire, les constructeurs semblent plus que jamais à un tournant de leur histoire. Olivier Frère-Jacques.
C'est un rendez-vous incontournable des amateurs d'automobile qui fête son anniversaire, 120 ans de Salon de l'Auto à Paris. Après une première édition en 1898, les constructeurs automobiles ont proposé, presque sans interruption, aux amateurs de voitures de venir admirer les nouveautés dans la capitale tous les 2 ans. Un système d'alternance avec le Salon de Francfort permet ainsi à nos voisins allemands, également amateurs d'auto, de profiter d'une telle exposition. Initialement appelé Salon international de l'automobile et du cycle, il a été renommé Mondial de l'automobile de Paris dans les années 80 et pour cette année, il change de nom en étant rebaptisé Mondial Paris Motor Show. Les défenseurs de la francophonie apprécieront. Néanmoins, pour fêter dignement ces 120 ans, ce sont de vieilles automobiles qui ont ouvert le bal dimanche au cœur de Paris, place de la Concorde. Je voulais fêter les 120 ans, les collectionneurs sont là, les marques sont là et qui montrent l'évolution technologique de l'automobile depuis 1898. Et donc il y a des voitures fabuleuses du patrimoine français et mondial de l'automobile. Les nouveautés, Audi A1, BMW, Série 3, Peugeot 508 et cette année également, les motos seront exposées en même temps que les voitures. Le salon sera ouvert du jeudi 4 octobre au dimanche 14, Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris. Une édition qui devrait une fois de plus être un succès en dépit de la quinzaine de constructeurs qui boudent l'événement, parmi lesquels Volkswagen et Fiat. Le monde de l'automobile semble aujourd'hui à un tournant avec les contraintes écologiques, depuis longtemps dans les tuyaux, mais qui commence vraiment à prendre de l'importance, une tendance que l'on retrouve notamment chez les constructeurs allemands qui s'orientent de plus en plus vers des véhicules hybrides et électriques. Ce salon semble donc placer les conducteurs face à leur destin. Alors que le marché automobile mondial se porte très bien, un ralentissement semble inéluctable selon les spécialistes. Et pour cause, les cycles économiques ne permettent naturellement pas de croissance continue. Et surtout, le marché semble face à ses propres contradictions. La voiture, reflet de la société, est, pour certains spécialistes de la question automobile, comme Thomas Morales, arrivé à la fin d'un cycle. C'est la voiture mondiale, on partage les mêmes éléments, un châssis commun. Et puis là, on est arrivé presque au bout avec le SUV. Voilà, une voiture fourre-tout, sans aucune aspérité, sans aucun intérêt. Fin d'un cycle esthétique, oui, mais pas seulement. L'arrivée du véhicule électrique devrait bouleverser le secteur avec les risques que cela implique. Passer d'une dépendance au pétrole, qui nous lie à des monarchies sunnites peu recommandables, à une dépendance à la Chine ou même au Congo, respectivement détenteurs des plus grands stocks de terres rares et de cobalt. Ajoutez à cela les procédés de fabrication de véhicules électriques qui sont bien peu écologiques et vous avez une véritable problématique de développement pour les grands constructeurs et leur pays. Les marques françaises ne sont évidemment pas épargnés par les épineux choix stratégiques à opérer dans les années à venir, des choix qui seront déterminants pour l'avenir économique de la France. Le secteur automobile représente aujourd'hui 1 demi-million de salariés dans le pays et son effondrement total ou partiel entraînerait une multitude d'effets économiques néfastes indirects. Les États-Unis, le Canada et le Mexique se mettent d'accord sur un traité commercial, un nouvel accord de libre-échange qui profitera non seulement au continent nord-américain, mais aussi à la crédibilité de Donald Trump. Olivier Frère-Jacques. C'est la fin d'une longue série de négociations entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Donald Trump et son homologue Justin Trudeau sont parvenus à un accord quelques heures seulement avant la date butoir présentée par le président américain. C'est la fin d'un feuilleton long d'1 an, fait de menaces de sanctions de la part de Washington à l'encontre de ses deux partenaires. Le nouveau texte met fin au traité de l'ALENA, datant de 1994 et liant économiquement le demi-milliard d'habitants que compte l'Amérique du Nord. Le texte sur lequel les parties se sont mis d'accord s'appellera l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'AEUMC. Un accord qui se veut plus adapté aux enjeux et aux contraintes du XXIe siècle. Tous les partis se disent satisfaits. Washington et Ottawa ont même trouvé un terrain d'entente sur l'écologie, consacrant un chapitre à l'environnement, une aubaine pour le président milliardaire américain qui n'avait pas fait de la question écologique une priorité de son mandat. Donald Trump semble être le grand vainqueur de cette petite passe d'armes, lui qui était violemment hostile au traité de l'ALENA qu'il jugeait trop désavantageux pour son pays et à l'origine des délocalisations industrielles vers le Mexique. Parmi les nouveaux termes de l'accord, on retrouve notamment un quota avec un minimum de 75% au lieu de 62,5% de véhicules devant subir des droits de douane ou encore 40 à 45% de véhicules devant provenir de main-d'œuvre rémunérée à au moins $16 de l'heure.
Et si le président américain a longtemps fait du Mexique son bouc émissaire, ce n'est pas avec Mexico que les discussions furent les plus dures, puisque les deux pays avaient bel et bien trouvé un accord depuis un mois. Convaincre le Canada aura finalement été plus délicat, et pour cause, le voisin du Nord était en désaccord avec les États-Unis sur le régime protégeant les producteurs de lait canadiens et le régime spécial d'arbitrage des contentieux. Des difficultés surmontées par les différents acteurs en présence et qui débouchent donc sur un accord sous condition de validation des différents parlements. Depuis son élection, le colérique président Trump est largement critiqué pour ses méthodes de négociation peu élégantes. Force est de constater que pour le moment, la méthode semble fonctionner pour les intérêts économiques de son pays. Le Brésil face à la crise. Une semaine du premier tour des élections générales, les défis s'accumulent pour le plus grand pays d'Amérique du Sud. Le prochain président devra affronter une crise sociale et une situation budgétaire sans précédent. 23 millions de pauvres, une dette gigantesque et une croissance qui recule. Le Brésil est dans une situation catastrophique. À une semaine du premier tour des élections générales, la Banque mondiale ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Face à la situation, les 13 candidats à la présidence tentent par tous les moyens de faire valoir leurs propositions pour redresser le pays. 9e au classement mondial, des pays où il y a le plus d'inégalités, le Brésil compte plus de 13 millions de chômeurs parmi ses 208 millions d'habitants. Un Brésilien sur deux vit d'ailleurs en dessous du seuil de pauvreté, un fléau qui a progressé de 33% depuis 2014, notamment à cause de la restriction des bénéficiaires des allocations familiales. De quoi donner une indication sur l'action de Lula, la tête du pays de 2003 à 2011, puis de Dilma Rousseff jusqu'en 2016. Malgré ce bilan contestable, Lula entendait pour autant se représenter pour les élections de 2018, mais les charges et accusations de corruption qui pesaient contre lui ont eu raison de sa candidature. C'est donc Fernando Haddad qui s'est lancé dans la course pour le Parti travailliste. Conscient de son retard dans la course, il tente de diaboliser son principal adversaire, Jair Bolsonaro. Trata-se de defender a democracia e defender os direitos das mulheres, dos trabalhadores. Isso é muito importante para a democracia e para o Brasil. O Brasil está precisando discutir o futuro e o povo foi para a rua. Jair Bolsonaro, candidat du PSOL, le Parti Socialisme et Liberté, est le favori de cette élection. Le candidat, allègrement qualifié d'extrême droite, est crédité aujourd'hui de quelques 28%. Il incarne le changement de politique nécessaire au pays, avec notamment une réforme profonde du système de retraite, réforme que le président actuel Michel Temer n'a pas osé entreprendre, tétanisé par la conséquence du gel des dépenses publiques. Bolsonaro, qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat, plaide pour un système par capitalisation, non sans risque, mais qui pourrait soulager les caisses brésiliennes. Par ailleurs, il envisage ouvertement de nombreuses cessions et privatisations. Dans un pays touché au quotidien par la délinquance, le favori plaide aussi pour la fin de la corruption et le rétablissement de la sécurité. Que ele é o único que é honesto e que não tem nada contra ele. Então a gente veio apoiar para mudar o Brasil de vez. Mais changer le Brésil ne sera pas une mince affaire. En effet, si la situation perdure, la dette prévue pour 2040 pourrait s'élever à 140% du PIB, un taux qui placerait le pays encore un peu plus sous la coupe des décideurs mondiaux. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref, et c'est avec Thibaut Bastide. Des restes d'animaux pulvérisés sur des manifestants. Dimanche, la Direction générale de la police nationale a confirmé l'utilisation dans les canons à eau des CRS d'un additif à base de restes d'animaux lors des manifestations du 1er mai à Paris. Problème, le composé normalement employé par les pompiers dans la lutte contre les incendies et par les CRS pour venir à bout de feux de poubelle ou de barricades, mais n'a aucune vocation à être pulvérisé sur des personnes. Le produit n'est toutefois pas dangereux pour la santé, mais pourrait se révéler très efficace lors des manifestations véganes. Et on reste avec ce sujet puisqu'un abattoir a été réduit en cendres. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le bâtiment situé à Haut-Valromé dans l'Ain a pris feu sans faire de victimes. Il y aurait eu 6 départs de feu distincts d'après les propriétaires et la gendarmerie privilégie la piste criminelle. Il y a eu 6 départs de feu, donc il est évident que c'est criminel. Donc on ne sait pas, justement, on ne sait pas qui est-ce qui
a besoin ou envie de voir un outil de travail de cette nature partir en flammes. On ne sait pas qui a besoin ou envie de voir 80 familles au chômage technique aujourd'hui. Cet incendie intervient alors que la tension monte entre les professionnels du secteur et certains militants de la cause animale. Un succès en demi-teinte pour la Macédoine du Nord. Dimanche, les Macédoniens ont largement voté en faveur du changement de nom. Plus de 91% des votants ont approuvé cette décision afin de se réconcilier avec la Grèce et de se rapprocher de l'Europe. Le référendum a surtout été marqué par une forte abstention. 2/3 des électeurs n'ont pas pris part au vote. À l'issue du scrutin, le Parti nationaliste a pointé du doigt l'invalidité du scrutin puisque le seuil des 50% de participation n'a pas été franchi. Ces photos sur le réseau social Instagram lui ont coûté la vie. Jeudi dernier, l'ancienne Miss Irak, Tara Fares, a été assassinée en pleine rue à Bagdad. Selon les autorités, la jeune femme de 22 ans, à la réputation de provocatrice, aurait été tuée à cause de son mode de vie. En août, 2 autres célèbres femmes du secteur de la mode à Bagdad sont aussi décédées dans de mystérieuses circonstances. Charles Aznavour est décédé. Le chanteur d'origine arménienne est mort ce lundi à l'âge de 94 ans. Au cours de sa carrière commencée en 1946, il a enregistré plus de 1200 chansons interprétées en plusieurs langues et tourné une 60aine de films. Parmi ses plus grands succès, on retiendra Hier encore, La Bohème, Emmenez-moi ou encore Pour toi, Arménie. Et dans un instant, vous étiez sans doute nombreux à l'attendre. Ne ratez pas le Zoom du jour avec l'auteur à succès de la rentrée, Éric Zemmour. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, j'applique la formule de Tocqueville qui disait quand le passé n'éclaire plus l'avenir, nous sommes dans les ténèbres. Donc comme je pense que nous avons... comme vous l'avez très bien dit, les 3D, donc des élites qui veulent absolument que nous soyons dans les ténèbres et qui veulent absolument que nous ne comprenions plus rien à ce qui nous arrive. Et donc pour cela, ont décidé d'engager une guerre de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire doit être réécrite en fonction de nos critères idéologiques et moraux d'aujourd'hui. Donc moi, j'essaye justement de mener cette guerre de l'histoire, de les affronter sur ce terrain et d'expliquer ce qu'a été vraiment la réalité de l'histoire de France, sans tenir compte de notre idéologie d'aujourd'hui et notre morale d'aujourd'hui. Et puis ce soir, retrouvez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Olivier Delamarche pour passer en revue les principaux troubles qui secouent la France et le monde actuel. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. La période qu'on pourrait appeler entre chien et loup dans une existence, c'est-à-dire le crépuscule, est souvent aussi calme que la fin du jour. La vieillesse n'est pas toujours une succession de mots spectaculaires, mais il arrive quand même que sans pathologie particulière, la personne âgée se mette à dérailler. Et encore, c'est pas toujours très spectaculaire non plus, mais dans le cas du vieux monsieur dont je m'occupe, 89 ans, ça se complique parfois parce qu'il avait un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine civilité aussi, et que lorsqu'un délire survient en votre absence, les voisins ne devinent pas toujours qu'il a perdu la tête parce qu'il donne le change. Il sort en cravate avec son veston, il salue les gens, et quand vous l'arrêtez au pied de l'immeuble, parce qu'il a l'air un peu hésitant quand même, il demande s'il y a une station de taxi parce qu'il doit opérer d'urgence. Il était donc chirurgien. Du coup, ce jour-là, la voisine qui l'a interrogé m'avise que le SAMU l'a emmené à l'hôpital voisin, où il reste 3 ou 4 jours, et après les examens d'usage, tous normaux, je veux dire le cœur, etc., on l'envoie dans une sorte d'établissement de convalescence pour personnes âgées, où il reste une semaine. Jusque-là, c'est pas très passionnant, mais vous allez voir que, comme souvent dans ces petites chroniques, on voit surgir un paradoxe qui frise un peu le scandale. Donc après 3 jours, on envoie le monsieur dans une unité médicale, où il se plaint d'une sorte d'urticaire qui le démange terriblement sur les bras. Il ne faut pas être grand sorcier pour se douter qu'il a contracté ça à l'hôpital.
Et donc, vous allez me dire là encore que c'est un sujet connu, que c'est maladie nosocomiale, mais non, c'est pas mon sujet. D'ailleurs, j'affirme même pas qu'il l'ait contracté là-bas. Il se peut que ce soit une coïncidence. En revanche, ce que j'affirme, et là on approche du paradoxe dont je voulais vous parler, c'est que, vu l'atmosphère de stress, de sous-effectifs, de manque de lits, les médecins et les infirmières ne font pas exactement n'importe quoi, mais ils y travaillent à la louche, ce qui revient un peu au même. Quand un vieillard déraille, c'est, paraît-il, souvent lié à un mauvais transit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand le monsieur sort de sa maison médicalisée une semaine après, il a une ordonnance longue comme ça qui comporte 2 types de médicaments, une sorte de laxatif en poudre pour lequel on vous donne une posologie délirante, et un sac en plastique rempli de petites bouteilles hyper protéinées, genre banane framboise, fabriquées par une grande marque mondiale établie en Suisse, etc. Et c'est là que je me permets de souligner l'anomalie. Il y avait vraiment une trentaine de ces petites bouteilles qu'il n'a évidemment jamais voulu boire en disant c'est dégueulasse. Il y avait aussi un sac entier du fameux laxatif, le tout entièrement pris en charge par la Sécu. La note était vraiment assez élevée pour un résultat absolument détestable parce que non seulement il n'a bu aucune des petites bouteilles, mais l'autre traitement là m'a rappelé, pour garder un trait d'humour, cette réplique d'un film comique des années 70 qui disait « La dernière fois que j'ai essayé d'en prendre, j'ai perdu 10 kilos et la moquette ». Donc, fiasco total sur le plan de la prescription médicale. On creuse le trou de la Sécu pour des tonnes de trucs qui finissent dans le placard. Mais surtout, et c'est là mon vrai sujet, le tout en ignorant complètement cette démangeaison insidieuse et indésirable que l'hôpital ne saurait voir puisqu'elle est d'origine plus ou moins nosocomiale et qui, 5 jours après, flambe de manière incroyable. Le pauvre type rentre chez lui et couvert de plaques, appel d'urgence à SOS médecin. Je dis à la dame, à mon avis, il a attrapé ça à l'hôpital. La doctoresse ne répond rien. Ça veut dire que c'est sans doute un aveu. Ça doit être très courant et probablement connu dans cet établissement. Et là, quand vous avez une nature à tirer des leçons de tout, vous vous dites que tout ça est quand même hautement symptomatique de ce qui arrive à la santé en France. On attrape une cochonnerie dans un hôpital public, maladie bactérienne complètement ignorée, pendant qu'on vous prescrit des tonnes de suppléments alimentaires et pendant que le médecin de garde pratique une médecine qu'on pourrait appeler à l'arrache. Vous êtes constipé, allez hop, 2 sachets de ça tous les matins. On ne peut pas parler de mépris du patient, au contraire, on le traite avec égard, en l'occurrence, d'autant plus d'égard qu'il est médecin lui-même, mais on peut parler de mépris de la réalité, tout simplement. On ne sait plus observer, analyser, juger, on n'a plus le temps, la médecine est devenue mécanique, il y a une case pour chaque cas, on remplit la case, on prescrit ce qu'on a entendu dire qui convenait, on ignore les mots pour lesquels le patient n'est pas venu et qui n'ont pas été constatés à son entrée dans les lieux, on renvoie le tout à l'entourage qui se débrouille comme il peut pour réparer les conséquences de cet à peu près permanent. Eh bien, depuis, le patient est sous antibiotiques massifs, mais la doctoresse a l'air de dire que ça peut être une souche résistante. Et les souches résistantes, ça ressemble fort à du nosocomial. Mais bon, faites passer, et si vous connaissez des cas semblables, dites-le moi, merci.